Merci d'avoir choisi de participer à cette activité en dépit de la conjoncture. Je salue la présence du PDG de C3 Éditions. Tout d'abord, je tiens à remercier les différents partenaires qui ont rendu possible la parution du tome 3 des défis du futur. Il s'agit en premier lieu du ministère de l'Économie et des Finances qui nous a grandement supportés. Nous avons aussi l'Organisation internationale de la francophonie qui a donné sa participation, de même que Fleur Group qui a travaillé sur le texte. Et sans oublier la collaboration spéciale de ces trois éditions. Avant de parler du tome 3, il faudrait faire une brève présentation du volume 1, du tome 1, qui est paru en 2009. Il faut dire aussi que cela nous a pris 10 ans avant de décider de sortir le tome 1 qui traitait de l'avenir de l'électricité en Haïti. En 1998, pendant la Coupe du Monde, l'idée m'est venue de m'intéresser à la gestion de la compagnie d'électricité d'Haïti. Et c'est ainsi que nous avons essayé de trouver les solutions aux différents problèmes que confrontait l'EDH. Et c'est ainsi que, après 10 ans de recherche, nous avons publié la vie de l'électricité en Haïti pour montrer quelles pistes de solutions afin de réduire au maximum le phénomène du blackout. C'est ainsi que nous avons fourni des pistes pour de nouvelles centrales thermiques et hydrauliques afin d'augmenter la capacité de production. Mais en même temps, il fallait aussi réduire les pertes sur le réseau de distribution qui était assez en mauvais état et que actuellement on est en train de refaire parce que c'est important de refaire complètement le réseau de distribution. Et aussi, il faut une meilleure gestion de la compagnie qui est très souvent politisée et qui n'arrive pas à fournir de meilleurs résultats. Donc c'est ainsi que nous avons mis l'accent sur ce sujet intéressant pour montrer que les solutions existent et qu'il faut les appliquer. Donc, malheureusement, jusqu'à date, nous sommes en train de confronter ce phénomène de blackout, même s'il y a des promesses qui sont faites que très prochainement, on ait l'électricité 24 sur 24. Donc, c'est ce sujet-là que nous avons choisi de présenter lors de la sortie du tome 1. Et près de 8 ans après, et surtout après le séisme de 2010, nous avons eu possibilité pour que nous saisir l'opportunité pour nous construire une nouvelle Haïti. Et il est vrai que 2 ans après, nous sommes capables de sortir et tome 2, mais nous devons suivre progressivement les différentes dispositions qui ont été prises par l'État pour voir dans quelle mesure assurer la reconstruction du pays après le passage du séisme de janvier 2010. Et c'est ainsi que nous avons présenté différentes solutions pour la reconstruction de la nouvelle Haïti. Et c'est ainsi que nous avons montré aussi qu'il ne faut pas compter sur l'aide internationale qui ne va pas résoudre tous les problèmes du pays. Le développement, c'est une affaire endogène et l'effort à faire est en nous. Donc il faut prioriser la participation haïtienne pour arriver à mettre le pays sur de bons rails. Donc c'est ainsi que nous avons montré par A plus B que l'aide internationale ne va pas résoudre complètement les problèmes du pays. C'est à nous de
savoir les priorités et pour qu'on puisse arriver à court, moyen et long terme à une Haïti plus prospère, plus florissante. Et aussi, nous avons mis l'accent sur le budget national qui doit être revu en raison de certaines dépenses non essentielles qui ne participent pas, qui ne contribuent pas à l'amélioration des conditions de vie de la population. Donc il faut un budget basé sur des résultats et non sur des dépenses forfaites qui ne contribuent pas à rendre les jours meilleurs aux Haïtiens. Et aussi, nous avons pensé qu'il faut une utilisation saine des ressources nationales. Donc, avant tout, il faut qu'on sache véritablement quoi faire des ressources disponibles et non de les mal utiliser pour d'obtenir de mauvais résultats. Et aussi, ce qui est très important pour nous, c'est arriver à réunir le plus grand nombre d'Haïtiens possible autour d'un grand projet et pour la nouvelle Haïti. Donc si on n'arrive pas à créer l'unité au sein de la société, on ne pourra pas véritablement franchir le cap du sous-développement. Donc il faut mettre l'accent sur l'unité. C'est la seule issue possible à la nouvelle Haïti. Bien avant d'entrer dans le sujet qui nous intéresse, le tome 3 des défis du futur qui parle des leçons mal apprises de l'histoire d'Haïti, et je tiens à faire une précision que cet ouvrage s'adresse à ceux qui pensent encore que Haïti peut aller de l'avant. Pour ceux qui ne croient pas toujours à ce rêve, donc il n'est pas vraiment nécessaire de consacrer du temps à cette activité parce que il est vrai que de nos jours, nous constatons que la situation s'empire, mais tout espoir n'est pas perdu et je pense qu'il faut seulement que nous puissions passer à l'action. Donc on a entendu pas mal de discours sur la question, mais maintenant ce sont les actions qu'on attend parce que l'heure est grave, nous devons agir maintenant. L'idée maîtresse de cet ouvrage, c'est de montrer que les erreurs peuvent être commises, mais l'essentiel c'est d'arriver à tirer les leçons nécessaires pour éviter la répétition de ces mêmes maladresses. Donc c'est une sorte de radiographie de l'histoire d'Haïti que nous avons pu dresser et montrer à quel point, à certains moments bien spécifiques, certaines décisions ont été prises et n'ont pas été profitables pour le pays. Donc le bilan a été négatif. Donc à chaque fois qu'on devait faire le bon choix, il y a eu malheureusement des décisions qui ont gâché l'avenir du pays. C'est ainsi que nous avons sélectionné une cinquantaine de faits, de sujets assez intéressants pour montrer à quel point, à chaque moment de notre histoire, les choix ont été néfastes pour le bien du pays. Mais nous n'allons pas présenter tous les 50 sujets abordés. Nous avons fait le choix de 5 d'entre eux pour parler un peu de l'ouvrage. Tout d'abord, nous avons choisi de parler de l'assassinat de l'empereur. Comme vous savez, qui s'est produit le 17 octobre 1806, 2 ans après la proclamation de l'indépendance d'Haïti. Nous pensions que c'était un crime odieux et on part ici qu'on aurait dû éviter au pays parce que c'est un acte que nous commettons qui fait que nous continuons à la dérive.
Et je pense que les généraux qui ont participé à ce acte auraient pu choisir de limiter le champ d'action de l'empereur au lieu de l'éliminer physiquement. Et ça montrait bien que ils ont décidé dans un premier temps de mettre fin à Joly, mais tout de suite après, ils n'ont pas arrivé en temps pour la gestion du pays. C'est ainsi qu'on a eu la scission, et le nord dirigé par Christophe et le sud par Pétion. Donc, ils ont fini de décider que la meilleure décision c'était d'éliminer l'empereur, mais par la suite, ils ont même quitté participer dans l'acte-là. Ils n'ont pas entendu pour gérer le pays. Donc, nous pensons que c'était un faux pas et que ça va occasionner beaucoup de maladresse par la suite parce que c'était un nouvel État jeune que nous avons construit et tout de suite après, nous commençons par des divisions, des luttes intestines qui fait que jusqu'à présent, on n'arrive pas à s'entendre et la preuve en est bien grande. À chaque fois qu'il y a des décisions à prendre, et chaque monde voulait que ce n'est pas là qui peut passer en premier, alors que c'est le bien du pays avant tout qui doit être priorisé. Mais malheureusement, ce n'est jamais le cas et nous toujours fait marche arrière ou bien rester sur place au lieu de nous prioriser l'intérêt commun au lieu de baraki, de rapport seulement à nous. Donc, en effet, nous pensons que c'était quelque chose que nous devons empêcher qui était réalisé, mais malheureusement, c'est le premier faux pas que nous commettons et que nous pensons que nous sommes victimes de ça jusqu'à présent et nous prouvons le tout et dans d'autres différentes périodes dans l'histoire de nos côtés, nous pas arriver en temps nous pour l'intérêt du pays. L'autre sujet d'importance que nous avons choisi d'analyser dans ce texte, c'est la corruption. Nous pensons qu'il fait un peu de mal à la société et l'État, en principe, victime beaucoup de la corruption que nous-mêmes nous estimons qui sont virus comme le Covid-19 qui causait un peu de mal et qu'il est important que nous vaccins afin de nous permettre de continuer à faire ravage dans le pays. Parce que, je dis là, la corruption gangrène l'administration publique. Les mêmes ressources sont détournées à des fins personnelles et ça empêche la réalisation des grands projets. Donc, c'est un sujet délicat, mais fait-nous aborder dans la racine pour que nous éradiquions la société. Parce que sinon, on ne pourra jamais trouver les moyens suffisants pour bâtir la nouvelle Haïti, pour réaliser des projets d'importance pour le bien de la population. Donc, il est extrêmement important pour que le combat contre la corruption ne pas arrêter dans le discours seulement. Il faut qu'il y ait une action qui fait pour que n'arriver à déraciner le plus que possible. L'autre sujet que nous avons abordé dans le texte là, c'est la question de la faillite des coopératives en 2003. Bon, nous pensons que c'est important parce que dans le moment que la coopérative a qu'il y a 10 à 12% d'intérêt mensuel, nous-mêmes nous chita pour réfléchir et ça nous à peine de la trentaine et nous pensons que essayer de comprendre côté 10 à 10% ça va sortir que les gars parce que en réalité, il n'y a aucun investissement qui peut rapporter autant dans un laps de temps. Donc, et le fait que nous sommes un peu clairvoyants et penchés sur cette question, ça te permet de nous d'éviter un peu nos proches nous à les déposer un peu dans la population qui t'a profité 10 à 12%. Donc, ce n'est pas la porte. Dans le moment que même moi fait et que le conseil, ça il y a un peu de monde qui ne pas comprendre que nous devons droit chemin.
c'est par la suite que les faillites là et constaté que il y a compris qu'effectivement il était difficile pour que les coopératives offrent tout comme ça. Bon, c'est ça fait que nous-mêmes nous mentionnons quelque part qu'il y avait une certaine naïveté. Bon, c'est vrai, l'escroquerie, c'est pas la première fois que bon, c'est la première fois que Haïti vit une telle situation, mais c'était arrivé déjà dans d'autres pays, côté manipuler un peu le monde pour soutirer l'argent. Donc, mais au fait, si il était bien réfléchi, il est difficile pour que, bon, c'est vrai que beaucoup de parents, mais j'étais là, mais éviter certains et franchement étaient tombés dans tout ça. Mais des gens qui étaient naïvement lancés à déposer quoi que la coopérative pour bénéficier de 10 à 12%. Mais aussi, il faut reconnaître qu'il y a une implication de l'État dans cette arnaque qui fait qu'il est allé si loin. Parce qu'en réalité, s'il n'y avait pas cette participation étatique, donc il ne pourra pas aller aussi loin. Mais heureusement que, comme le modèle qui a été utilisé, c'est la pyramide de Ponzi, donc il fallait de nouveaux arrivants pour payer les présidents et ainsi de suite. Mais à un certain moment, lorsque tu as bien moins entré, il est arrivé écoulé. Et c'est ça qui fait tout. Une fois que les nouveaux arrivants se faisaient rares, donc si c'est non pas à et c'est ainsi qu'ils étaient obligés de fermer Porto parce que question de bail 10 à 12%, il était vraiment illusoire et c'est dommage que près de 400 000 sociétaires étaient victimes de tout ça. Donc la leçon à tirer, c'est qu'il faut être lucide des fois quand on vous propose de tels investissements juteux. L'autre point qui est important pour nous que nous aborder, c'est que maintenant on constate que certaines fois les politiciens jouent au poker. Ça veut dire que des fois ils n'ont pas les bonnes cartes, mais ils essaient quand même le coup et des fois ils gagnent, des fois ils perdent. C'est ainsi que j'ai analysé les élections de 2010 où le président Preval avait fait le choix de Jules Célestin comme candidat de son parti. Bon, pour ma part, j'estime qu'il va prendre assez de temps pour se préparer pour et que mériter, comme c'était quelqu'un qui ne faisait pas confiance à ses collaborateurs, donc il voulait quelqu'un qui était proche de lui pour choisir comme candidat à la présidence. Et c'est ainsi que le choix est tombé sur Jules Célestin. Il est vrai que il était assez moyens disponibles pour faire campagne, mais ça n'allait pas suffire quand même pour imposer Jules Célestin. Et nous pensons qu'à un autre degré, il est capable de faire le choix de Jacques-Edouard Alexis ou bien de Joseph Lambert, mais les décisions étaient arrêtées et c'est Jules Célestin qui dévoyait le constat. Mais malheureusement, il ne pourra pas passer parce que au départ, il n'avait pas pris assez de temps pour préparer le terrain pour Jules Célestin. C'est ainsi que il était arrivé en deuxième position. Et comme il y a une contestation du côté du candidat en troisième position qui était Michel Martelly, donc on a dû après une nette négociation, faire choix de Mme Maniga et Michel Martelly pour le second tour et qui a été remporté par le populaire chanteur. Donc le coup de Jules Célestin à ce moment-là, pas de capacité. Mais on a eu 5 ans plus tard le choix du président Moïse, et Michel Martelly, alors qu'il avait d'autres corps en main qu'il pourrait utiliser, mais son choix s'était arrêté sur le président Jovenel Moïse. Effectivement, Jean-Louis Constaté,
il y a eu le premier tour qui a été contesté parce que c'était le même cas de figure et ils avaient assez de moyens pour faire campagne, pour imposer son poulet, mais accouchement pas de fait. Donc c'était dans la douleur qu'il a fallu un autre tour et c'est ainsi et Jovenel Moïse a pu remporter les élections de 2016. Donc, de même que Michel Martelly aurait pu choisir quelqu'un d'autre qui était plus qu'on connaissait davantage mieux que Jovenel Moïse, mais il était convaincu que avec le slogan McMahon que ça allait aboutir. Bon, c'est vrai, c'est dans la douleur qu'il faut reconnaître que le coup a pu être réussi. Donc, mais en 2010, le président Préval n'a pas gagné la partie, mais contrairement à Préval, en 2016, Michel Martelly a bien réussi son coup et imposé son poulet. Donc, et quelque part, on constate que des fois, même avec de mauvaises cartes, on peut bluffer et réussir son pari. Donc, c'est quelque part que les politiciens s'amusent à jouer au poker. L'autre point que je vais, le cinquième, bien entendu, que je vais aborder, ça concerne la présidence de Leslie François Manigat, qui est une présidence privée, mais écoutée, parce qu'il n'a passé que 4 mois à la tête du pays. Nous pensons que peut-être s'il était bien plus de temps, il était qu'à faire plus de bagages, parce qu'il avait le profil parfait pour le poste, un intellectuel de bel haut, et avec beaucoup d'expérience. Donc nous pensons qu'en 88, Haïti a raté quelque chose qui aurait pu changer son futur. Mais malheureusement, étant donné que des fois on prend de mauvaises décisions, c'est que nous insistons dans l'île-là, parce que c'est toujours les mauvaises décisions, mais les mauvais choix qu'on fait qui coûtent nous en pile. Donc, il est arrivé que en 88, nous avons vécu 4 ans de présidence de François Manigat, que pour ma part, j'estime que l'idée en plus que l'idée qu'a promettre et que l'idée qu'a porter pour le pays. Mais malheureusement, à la suite d'une décision qu'il avait prise, et cela lui a été néfaste et il a été laissé du pouvoir rapidement le 20 juin 88. Et en 2005, il aurait pu avoir sa chance, mais malheureusement, les candidats en lice ne voulaient pas s'allier avec lui en face du président Préval, alors qu'on pensait qu'il va réussir à gagner une remporter l'élection en 2005, mais c'était mal compté. Et donc, au lieu de s'allier avec Leslie, François Manigat à cette époque-là, qui aurait pu avoir une autre chance pour gouverner le pays, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les autres candidats pensaient qu'ils avaient aussi leur chance. C'est peut-être ça que des choses. Il y a un deuxième tour pour mettre ensemble avec le président Manigat. Mais c'était un mauvais calcul et le président Préval lui-même était déjà très. Il était devant de honnête, donc c'était impossible qu'il y ait malheureusement un second tour. Donc, c'est à peu près ces différents sujets. Donc, je vais présenter 5 là-dedans. Mais en même temps, comme on a un peu de temps, je peux vous lire un passage, l'un des sujets assez intéressants. Oui, c'est
c'est le 44e sujet. Nos choix de dirigeants, un vrai dilemme, un véritable cauchemar. À titre de rappel, l'incompétence affichée dans nos prises de décision a été fatale au devenir du pays. Très souvent, nous nous sommes empêtrés dans les choix à opérer, accordant la priorité aux intérêts d'Haïti. La question se promène sur toutes les lèvres, mais aucune réponse plausible pour éclaircir les zones d'ombre. Aucune démarche fructueuse visant à rectifier le tir. Aucun indice qui prouve que demain sera meilleur comme on le voudrait. On est unanime à reconnaître que le pays s'enlise dans la mauvaise direction, que le Rubicon a été franchi. On admet aussi que la dictature ne doit pas faire son retour triomphal en Haïti. Mais que faisons-nous entre-temps pour empêcher tout cela? En démocratie, on est tous d'accord que c'est par les urnes qu'on doit être élu pour prendre les rênes du pays. Mais on doit accepter aussi de n'avoir pas une idée réelle de ceux qui méritent la confiance absolue pour nous conduire à bon port. Et c'est là que le bas blesse. Sur quels critères choisir les élus? D'où un véritable dilemme. Cette question de choix revient encore sur le tapis comme si toute notre vie en dépendait. Des décisions qui aboutissent à des choix devront produire des résultats optimaux, brouillent l'horizon des espérances prometteuses. Malheureusement, cela ne nous avance guère. On a fait le choix de l'ex-prêtre Jean-Bertrand Aristide en fondant notre croyance sur sa proximité avec Dieu, en tant que l'un de ses représentants sur terre. Il a baigné ses fidèles de promesses sans grande possibilité de matérialisation. On songe son départ précipité du palais national, laissant même derrière lui ses effets personnels, un après-midi de septembre 1991. Dès lors, tout était à refaire. La démocratie connut un échec sanglant, gravé dans la mémoire collective, avec ce coup d'État des militaires qui ont ainsi repris le pouvoir, du déjà vu. Rien n'a bougé dans le bon sens, et le temps a passé. Le peuple continue sa lente agonie. Quelques années plus tard, on a choisi un agronome en la personne de René Préval, en nous appuyant sur ses formations professionnelles qui auraient pu laisser augurer un espoir d'augmenter la production nationale et ainsi permettre aux paysans de vivre décemment de leurs terres. Désormais, on est obligé de porter des vivres alimentaires de la République voisine. Ce président agronome a tenté de restaurer l'autorité de l'État en berne depuis quelque temps et qui n'inspire aucune confiance. En prenant la stabilité, élément indispensable au développement, il a vu juste. Certes, utilisant un langage peu châtié, il a toujours été direct et sans filtre dans ses propos. Mais les résultats de sa présidence restent encore questionnables et dommageables pour le pays. Le seul satisfait, c'est qu'il a pu arriver au terme de son mandat, ce qui est considéré comme un pas pour la démocratie, même si le peuple est toujours en attente de jours meilleurs. Compte de nos malheurs, on a placé un chanteur populaire à la magistrature suprême sur la base de ses attaches populaires. L'homme au talent de musicien, apprécié du public, sait comment faire danser le peuple flatté dans ses plus bas instincts du bas-ventre. L'homme qui s'était levé un beau matin et changé de costume sur un coup de tête prétendait identifier les maux d'Haïti en vue de n'apporter les solutions adéquates. Le peuple, une fois de plus, s'était fait prendre en flagrant délit de s'intéresser maintenant aux réalisations festives. Résultat, 8 carnavals en 5 années de mandat à son actif de président chanteur. Il a su saisir le gros peuple par ses cordes sensibles macérées dans le son du tambour et le compas direct. Le peuple avait besoin de se défouler, semble-t-il. Et il en a eu pour son compte. Pourtant, après avoir autant dansé, il a toujours et encore faim et soif. La question maintenant, est-ce qu'il en a appris la leçon pour ne plus se laisser piéger de la sorte? Ce n'est pas sûr. Hélas, à chaque fois on se retrouve à la case départ. Quand l'adhésion populaire ne montre jamais leur vrai visage et promettent toujours de sortir le pays du marasme économique.
de donner du travail à tous ceux qui en ont besoin, de la nourriture dans les assiettes. On a beau l'expliquer dans les enjeux électoraux. Cela ne sert pas la cause du peuple, mais les intérêts de ceux qui investissent leur argent dans des candidatures douteuses. Le peuple, ne possédant rien, ne peut pas se permettre le luxe de supporter financièrement le candidat de son choix. La seule action qu'il pose, c'est le jour du vote. Ainsi, il n'a que l'option d'espérer que les promesses s'accompliront. En toute vraisemblance, il ne dispose pas d'une boule de cristal pour connaître l'avenir. Sans grande capacité de jugement de la vision et des propos des candidats, il lui est difficile de peser le pour et le contre. D'année en année, le dilemme persiste jusqu'au jour où il décide d'abandonner ses chimères et de se rendre à la réalité poignante que le choix idéal s'avère impossible jusqu'à la fin. Ce ne sont pas les élus qui dirigent vraiment. Ils ne sont que des exécutants. Les donneurs d'ordre se tapissent derrière leur rideau, sont les vrais détenteurs du pouvoir. La leçon. Quand il s'agit d'un dilemme, le choix est toujours difficile à s'opérer. On est tiraillé des deux côtés de la rampe. On dresse les avantages et les inconvénients pour chaque solution envisagée. Pourtant, on se retrouve coincé dans un véritable labyrinthe. Impossible de s'en sortir. Par contre, le problème peut être permanent. Une réponse semble s'imposer pour sortir du lot. C'est la logique qui doit prévaloir avant tout. La preuve est bien réelle et nous plonge dans les décisions abyssales en examinant les retombées de cette situation. C'est compliqué de s'échapper d'un dédale monstrueux. Parfois, on s'y perd mortellement. Tel est le drame d'Haïti. Les problèmes paraissent multiples et épineux, tandis que les solutions apportées, plus cosmétiques, ne les atteignent pas en profondeur et sont donc temporelles, même superficielles. Ce type de solutions exigeront des débours appelés à multiplier parce qu'elles n'ont pas résolu ces problèmes qui demeurent encore en s'aggravant. Et le plus souvent, d'autres dépenses sont consenties pour les mêmes problèmes agricoles répétitifs. Mais le plus douloureux de la complexité de nos mots, c'est quand on doit choisir entre 2 ou 4 candidats à la présidence et l'on ne sait pas lequel est potentiellement le messie, celui qui peut et veut faire la différence. Un véritable dilemme s'installe. Donc, c'est la présentation du 44e sujet du tome 3 des défis du futur. Maintenant, c'est à vous la parole. Donc, j'attends vos questions s'il y en a. Sinon, je vous dis merci d'avoir participé à cette causerie. Malheureusement, le grand public n'a pas pu faire le déplacement. Et c'est bien dommage. J'attends les questions s'il y en a. Bonsoir tout le monde. Alors, moi, c'est Célestin, je suis un juriste. Moi, félicité pour l'ouvrage. Donc, j'en ai introduit beaucoup. Donc, moi, je pense que nous, ça va intéresser ni les gens qui ont espoir, ni les gens qui n'ont pas espoir. Parce que dans mon intime conviction, pour qu'on ait un changement, il faut être conscient et conscient. C'est à partir de connaissances qui sont dans le livre pour gagner. C'est le livre d'abord, ensuite il y a une connaissance. Connaissance vient pour une certaine conscience, et puis conscience va avoir un niveau d'engagement, doublé d'une confiance dans la vie, j'ai commencé par dire. Alors, moi, j'ai eu chance de feuilleter le livre, moi, regarder dans la table de matière, il y a deux propos dans le dernier chapitre qui ont été décidés. Le premier titre, c'est le titre pour parler de comment j'ai le cas pour l'avenir. Le deuxième titre, c'est question réformateur. Alors, pour le premier titre, je pose une question directe. Bah, nous avons une lumière à propos de vous-même, j'en comprends une position jeunesse et calamité que la vie et puis désespérance, plus déjà simplement que nous gagnons par rapport à ça avec
énergie que lui a envie de dégager pour lui intégrer, mais il faut dire que mon système qui est là qui bloque les jeunes pour empêcher les jeunes d'évoluer. Troisièmement, le livre ça, qui parle de réforme agraire, nous un livre que j'ai lu récemment, que Fritz Desormeaux écrit, qui est ici la Constitution de 1987 pour un projet national. Alors, il parlait de réforme agraire dans la donne, comme si ce n'est pas question de distribuer terre pour faire pour bailler mon terre, comme si pour faire l'opinage, mais c'est permettre que terre maintenant vienne qu'à produire richesse que tout le monde attend de lui. Donc, mon système néolibéral, côté que ni international, disons, la partie privée qui a influencé la partie politique et publique, ni communauté haïtienne, disons, monde qui est en terre depuis des séparations, depuis la période d'indépendance, comment l'État a procédé pour faire une réforme agraire pendant qu'un bon acteur d'intérêt direct dans la réforme agraire. Si nous avons l'exemple dernièrement, dans les décrets qui sont sortis, que le président a publié, il y a plus de milliers de kilomètres que les bails ont membre de la bourgeoisie haïtienne pour faire je ne sais quoi. Pendant ce temps que, si on prend droit au logement lui-même, c'est même problématique avec ça qui empêche que l'État lui-même rende que droit au logement descend lui-même effectif. Comment est ça étant que auteur? Comment est question de droit au logement avec le problème de là? Et puis comment est question de richesse haïtienne pour haïtiens? Pendant que quand il y a un petit ouverture sur investissement étranger, qui pape bien sûr et aller à l'encontre de l'intérêt national. Merci. D'accord. Bon, question jeunesse là, est très capitale pour moi parce que moi je fais un peu un constat qui laissait que moi en pile lorsque moi regardé, il y a un pile jeune que je considère Haïti comme un pays de transit parce que c'est un pays de rechange, il y a tant que il y a là-dedans. Et c'est vraiment dommage. C'est vrai, conditions pas réunies, on a dit ça, je dis, et par rapport à l'événement récent qui passait là. L'on regardez, on sentit que il y a un pays qui désespéré, il ne pas imaginer que demain capitale. Parce que Jean-Baraï a passé là, il est difficile parce que nous déjà à vivre dans cette situation depuis longtemps. Là, il n'est pas amélioré pour autant. Donc, mon désespoir qui envahit les jeunes. Et même, bon, côté pas monter l'entendre de faire certaines propositions. Côté, parce que par exemple, on a constaté que dans pile jeunes fait philo, il est obligé, si on pas et bon, si même de participer dans le concours dans la faculté ici, bon, c'est pas tout qui est jeune chercheur. Donc, si on pas c'est un domaine, donc il est obligé de rester et bon, après mon baraki. Un espoir qui n'est pas venir véritablement. Donc, ils sont censés à la dérive. Et même les gens là, ils filment, faire faculté, ils ont un diplôme, ou même deux diplômes, ils n'ont pas qu'à faire. Et pour un emploi décent, ils sont capables de commencer à préparer les vidéos. Donc, c'est triste. Même parce que il y a une possibilité, si effectivement, il y a une prise de conscience des dirigeants. Parce que, même au niveau de l'État, parce que l'État c'est le plus grand employeur du pays, il y a une possibilité pour intégrer chez vous. Et de faire une proposition ça dans le pays, pour qu'il y ait moyen de créer des espaces au sein de l'administration publique, pour que, même si ce n'est pas tout qu'on apprend, mais quand même, bon côté pour commencer, parce que si le minimum n'est pas fait, bon, c'est certain, parce que on sort de mentalité qui a dégagé la qualité de côté. Bon, si on a des parents qui filent pour application pour résidence, donc il a cherché un mieux-être quelque part. D'ailleurs, c'est ça qui fait que nous constatons en pire, c'est aller Chili, Brésil. Bon, et bon, dès que bon côté qui est possibilité de aller, donc c'est le sauf qui peut. Bon, mais est-ce que Haïti
continuer à vivre et départ massif de jeunes. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Si vous ne pas préparé à venir avec jeunes, donc, pas bien Haïti, dans le 20 ans, pas bien Haïti encore. Donc, il faut freiner ce départ massif, il faut redonner de l'espoir aux jeunes. Donc, je pense que l'État a pour devoir pour créer des conditions pour éviter et départ ça. Parce que c'est eux-mêmes qui permettent que nous Haïti, parce que nous Haïti n'a pas l'air, c'est pas génération maintenant qui va considérer, c'est la génération qui va. Donc, si au départ, nous ne pas mettre la mise en place, donc c'est sûr qu'on n'aura pas cette nouvelle Haïti. Donc, la nouvelle Haïti, c'est avec les jeunes pour bâtir. Et en même temps, tout, parce qu'on a le travail qu'il faut faire. Mais au niveau du système éducatif, quand il dit moi peut-être que je vais tirer dans l'école, c'est j'aime Haïti. Pas pour ça, je vais pas décider ça. Je pense que l'autre mentalité qui peut dégager. Parce que si jeunes de sont seuls avec la tête quitter Haïti, donc c'est sûr que dans 20 ans, Haïti ne peut pas compter sur eux. Donc il faut que il y ait des décisions, des dispositions qui prennent pour que accompagne les jeunes. Parce que tout doit passer par les jeunes. Et pas profiter pour me féliciter mon cher ami Fred, qui lui-même dans la conception, dans la mentalité parler, il toujours bail un encadrement qui vous permet d'avancer. Donc je pense qu'il y a un peu d'entrepreneurs qui t'a supposé faire même et geste ça, accompagner au maximum de nos capables de faire. Parce que sinon, si nous ne prenons pas nous-mêmes, je pense que même mais toujours bien espoir, parce que même les que nous touchons le fond, on va remonter de toute façon. Parce que le pays n'a pas qu'à disparaître, ça c'est certain. Mais, maintenant, et c'est douloureux pour moi, les membres les gens plus proches qui pensaient la même chose que il n'y a rien à espérer d'Haïti. Et on a laissé quitter, vous quitter. Mais même, beaucoup de femmes et créer des conditions pour que vous arrêtez. Et malheureusement, seul nous-mêmes pas capable, seul et M. Fred Boutisco, il n'est pas capable. Fait que l'homme tout qui accompagné les processus-là pour que, bon, un accompagnement, un encadrement, parce que le pays a ses coloniers. Et même nous dit ça dans le livre là. L'opposition mal comprendre que la bataille contre le pouvoir, qu'il a essayé de détruire le pays. Non, ce n'est pas ça que nous faisons. Nous jeunes ou encore dans des accords. Ça, c'est Haïti, c'est au cœur des débats. Parce que c'est des dénominateurs communs. Nous ne pouvons pas aller à la bataille ensemble pour même Haïti avec les écrasés dans la place. Donc, il faut nous trouver une entente entre nous. Parce que le pays a bien marché et nous tous avons bénéficié de lui. Parce que je me dis là, sous l'opposition, ou bien restaurant, et bien on ne peut pas faire quoi. Parce que le pays a bien marché, avec des activités nocturnes, etc. Si c'est hôtel ou bien, on peut tout jusqu'à rentrer. On dégage. L'État lui la porte comme dans le secteur, etc. Donc, il y a un moyen pour nous vivre ensemble, pour nous créer des conditions, pour que le pays a marché, pour que les touristes retournent massivement à Haïti. Donc, c'est un temps pour notre nom. Mais la bataille pour pouvoir, nous pensons que, bon, nous, directeur général, nous, ministre, c'est laisser ça comme si nous pas le fond bagaille. Non, c'est pas ça. Chacun a une activité par eux, parce que, bon, c'est vrai, il y a des gens qui vivent de la politique, donc, vous parlez en dehors de ce politique-là, vous parlez de pouvoir, bon, on se trouve inconfortable. Donc, il faut bataille pour retourner et il y a pouvoir. Mais, si nous avons notre activité, nous sommes capables de faire prospérer. Mais ce n'est pas craser le pays pour nous avoir un pouvoir. Et puis nous disons que nous aimons Haïti. Non, nous ne pas aimer Haïti. Parce que c'est craser juste pour nous reprendre le pouvoir, alors que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Faites-nous un jeu, nous entente, un accord. Et puis tout, d'autres problèmes que nous avons en Haïti. Pour ça, des fois, ils ont toujours mis tête ensemble pour faire un bagage. Mais une fois que vous atteint l'objectif là, c'est désigné. Donc, je pense que le présidentiel, tout carré. Par exemple, on a vécu ça. Et en 2016, lorsque le groupe d'élite, le bataille pour que fait une élection. C'était bon, ok, d'accord, il va d'accord que le président Jovenel qui était tout pour ça. Donc, l'élection
fois que viennent gain cause, nous tous disons ça, ils vont aller séparer. Parce que je pense que il y a des choses par eux. Donc, c'était mal calculé. Donc, et ils vivent ça, même ils voient que ils prennent un chèque sanglant, alors que ils étaient supposés unir. Donc, il y a un ennemi commun, mais on ne va pas nous mettre ensemble pour nous combattre nos problèmes. Mais nous tous, il n'y a peut-être pas nous, c'est nous-mêmes, c'est nous présidents qui pourraient chercher quelque chose. Bon, c'était une brève parenthèse. Bon, pour la question à là, nous pensons que c'est une bagarre qui pose qu'il était tué encore là. Donc, c'est son réforme agraire qui a été initiée, mais on a senti que quand tu étais jeune, tu étais trop petit, donc tu as une bataille arrangée qui était faite pour que chaque mois, c'est ça le problème. On n'est jamais satisfait, on veut plus. Donc, je pense que par rapport à fonctionner, par rapport à il était plus. Donc, c'est ça qui te pose tout problème, toute désunion, toute division, dès le départ. Donc, ça nous dit dans le texte là, c'est que il faudrait une dernière réforme. Parce que chaque réforme, il y a toujours gagné des gens qui bénéficient de lui. Parce que toujours il y a des intérêts cachés dans chaque réforme qu'on fait. Donc, nous pensons que faut qu'on gagne une réforme, mais il faut faire la fête sans pouvoir tirer. Donc, mais ça va être difficile pour faire une réforme et que tout le monde satisfait. Mais l'essentiel, l'idéal, une fois pour tout, pour résoudre les questions foncières en Haïti, il faut que nous mettions les têtes ensemble pour nous dire effectivement, donc, tout côté bien litige, nous allons essayer de résoudre le problème. Mais ce n'est pas une simple affaire parce que quand les intérêts s'en mêlent, donc c'est toujours difficile, c'est toujours délicat. Mais il faut que pas dire notre institution, commission, etc. Mais il y a du travail à faire. Et je pense que ce n'est pas une messe à faire. Mais ça va demander du temps pour. Mais comme nous dit, la question de la réforme est capitale, est inévitable. Donc, par contre, il s'occupe du gouvernement que nous allons aboutir à ça, mais c'est important de parvenir à une dernière réforme agraire. Votre question? Bonsoir à tout le monde. Alors, moi c'est Guy Desulmé, moi c'est une future étudiante en administration publique, sciences politiques à l'INALI. Alors, ma première CEO pour belle intervention ça que fait sur l'histoire pays que un peu de monde pas arrivé fait. Donc, question par maintenant, un petit genre simple, mais je pense que ça est important. Qui sont pensés? Est-ce que vous pensez que Jean a organisé l'élection en Haïti par un gros facteur qui empêche le pays à jouer une voie au développement? Et puis, vu avec tout problème que le pays a confronté, qui sont pensés que les jeunes qui ont étudié en Haïti, avec tout le traumatisme que le gagne, comment pensez que le cahier des pays a malgré que par un film? Merci. Merci pour la question. Bon, moi, je pense que il faut commencer par le minimum. Moi, après les années 80, 90, c'est une question de brigade quartier, brigade vigilance. Bon, on a imaginé à un certain moment créer des comités de quartier pour l'assainissement des communes. Parce que c'est un problème qu'on a confronté en pile et fatra à droite, à gauche, et que nous ne pouvons jamais arriver à gérer. C'est vrai, avant 1986, c'était une meilleure gestion des résidus solides, mais par la suite, c'est un démodal. Donc, moi, moi, je suis conséquent, capable de mettre la main à la pâte dans l'embellissement quartier, dans l'embellissement communal. Parce que ça ne coûte rien de s'organiser, de monter des équipes pour qu'un ville là, comme besoin de quoi. Parce que c'est une bagarre que je pense que
qui simple, qui n'a pas besoin de magistrats ou pas besoin de députés pour penser que à assainir les zones. Parce que c'est une bagarre qui fait mal si on est certaines zones où vraiment des tas d'immondices par-ci par-là. Donc moi c'est le minimum que en tant que citoyen que nous avons fait pour aider le pays. Et bien c'est commencé par là. Comité de quartier, nous avons mis sur pied pour que nous mettions bien sur nos propres. Ça, pour moi, c'est un point de départ pour la nouvelle Haïti. Parce que bénévolat est important. Parce que c'est ça qui manquait en Haïti. Parce que c'est vrai, tout le monde peut toujours besoin de lucratif pour le faire, c'est normal. Donc, mais en attendant que nous arrivions à créer assez d'emplois pour la population, donc il faut commencer par la participation, sont capables. Et je pense que c'est au fur et à mesure que nous sommes capables d'arriver à la nouvelle Haïti. Et l'autre partie question, bon, sincèrement, je aimé que il y ait plus d'opportunités qui offrent à jeunes. Parce que nous ne pouvons pas penser rebâtir Haïti ou bien penser à l'avenir de ce pays sans les jeunes. Ça, c'est complètement illusoire et utopique d'imaginer que Haïti ira de l'avant avec sans les jeunes. Donc c'est nous-mêmes qui forçons le pays. Et parce que nous supposons intégrer dans le champ d'action à faire pour que Haïti est capable de reprendre pied. Parce que nous pas. C'est vrai que imaginez que ça arrive demain va bien aggravé et que nous effectivement nous précipiter dans la là. Mais à bon remonter quand même. Parce que le pays ne va pas disparaître. On va imaginer que un jour, nous ne pouvons pas parler d'Haïti. Non, ça n'arrivera pas. Et parce que oui, je vais y arriver aussi. Donc, on va imaginer que c'est possible pour que même les que nous touchons pour nous à reprendre pied. Oui, bon, question d'élection en Haïti, c'est toujours un casse-tête parce que quelqu'un qui ne contrôle pas la machine électorale, il a senti qu'il n'est pas bon. Donc, il y a toujours cette question fondamentale de savoir qui va piloter la machine électorale. Donc, tout candidat, ses premiers objectifs, c'est connaître qui est qui a représenté tel secteur dans le conseil. Là. Parce que si vous n'avez pas un monde ou pas non plus dans le conseil, là, donc c'est sûr que si vous avez une manœuvre limitée, donc c'est le point de départ. C'est toujours une problématique, question de choisir les membres du conseil électoral. Donc, toujours un pile enjeu, un pile désaccord, parce que si c'est un tel qui allait, c'est pas un tel qu'on connaît plus bien, donc ça nous crée un pile de colère. Donc, tout candidat toujours voulait assurer qu'il y a gagné un monde qui est représenté au sein du conseil. Mais ce qui est aggravant, c'est que nous qui représentons, ce n'est pas eux-mêmes, au fond, qui prennent les bonnes décisions. Il y a toujours quelqu'un, un patron, qui tire les ficelles et qui fait passer désirer, idée parler, et son proposition parler dans ses intérêts. Donc c'est là que, au fond, machine est toujours montée dans un sens qui est défavorable à certains candidats. Donc une fois que vous pas arriver à gagner représentant au sein du conseil, donc c'est sûr que l'élection ou bien moins de chance pour arriver à un résultat correspondant. Donc,
ma part, je pense que faut nous finir avec la question et conseil électoral provisoire. Il faut que nous arrivions, et c'est ça qui est tout en jeu là. Mais que toujours font aux gens pour que jamais on aboutisse à cette affaire de conseil électoral permanent. Donc moi je pense que la meilleure formule, c'est d'arriver à mettre sur pied le conseil électoral permanent. Ça c'est si même qu'à pour que les prochaines élections, nous ne pouvons pas comme si à recommencer. Parce que c'est le recommencement qui est toujours problématique. D'ailleurs, même au niveau des matériels et pour organiser les élections, tout ça c'est des problèmes qui posent et qui ralentissent le processus là. Alors que, il y a toujours dit comme ça qu'on n'a jamais le temps. Et d'ailleurs, le problème aussi, c'est qu'à chaque fois, on doit refaire les cartes électorales. Donc, ça, pour un système qui déjà, et puis à chaque fois, on est obligé à recommencer. Donc, c'est tout ça. Et ce sont les enjeux qui font que chaque mec a essayé de jouer dans ce sens-là pour qu'il y ait un contrôle machine. Donc, c'est ça qu'il faut essayer. Parce que jusqu'à présent, il y a un conseil qui a monté actuellement. Donc, c'est vrai, il va respecter sa constitution entière. Donc, il faudrait que, avant même que il parle d'élection, il faut passer mais qui fait à l'année. Mais si nous le conseil électoral est permanent, le problème, ça va la présenter. À chaque fois qu'il y a une élection pour faire, dans 90 jours, l'élection, si vous devez faire. Pas une élection comme si vous mettez 1 an, 2 ans pour faire l'élection. Non. Avec le conseil électoral permanent, c'est sûr que même les bons vides et une conseil électif qui a à pouvoir, donc là, on fait aussi rapidement que possible. Mais c'est ces structures-là qui vont mettre en place. Au lieu à chaque fois vous commencez. Donc il faut arriver à ce conseil permanent et c'est ça qui est solution à tout problème. Côté chaque nègre, il va y avoir l'élection de recherche et compagnie qui peut aider et gagner l'élection. C'est bon? Pas d'autres questions?